bienvenue au rendez-vous de l'expérience client saison 5 dédiée à l'IA et organisée par Roam et Assurenco. Je suis ravie de vous accompagner pour cette nouvelle saison et nous allons, pour ce premier plateau, faire une introduction sur la réglementation de l'IA, un vaste sujet, et notamment parler de l'IA Act et des enjeux qui l'entourent. On va déjà faire un premier tour de table. Hélène Hermand, est-ce que je peux vous laisser vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Donc, je suis doctorante en sociologie au Centre d'études des mouvements sociaux de l'École des études en sciences sociales et à l'Institut national du service public. Et je travaille sur le dispositif régulatoire déployé par l'Union européenne autour de l'intelligence artificielle et plus particulièrement sur la partie normalisation, donc la partie privée qui vient soutenir l'AI Act. Parfait. Julien Furlanetto, est-ce que vous pourriez nous présenter DORS 3 ? Oui, tout à fait. Alors, je suis cofondateur et CTO de DORS 3. On est un cabinet de conseil spécialisé en nouvelles technologies. On accompagne les grands groupes, les grandes entreprises à se saisir des nouvelles technologies pour innover, pour se différencier. La particularité, c'est qu'on intervient sur tous les secteurs d'activité, alors que ce soit l'assurance, le sport, l'industrie automobile. Et donc, on voit plein de choses très intéressantes à apprendre d'un secteur avec un autre, des combinaisons intéressantes. Et donc, on se spécialise pas mal sur l'intelligence artificielle, mais aussi la blockchain, la réalité immersive notamment. Alors, pour commencer et poser un peu le contexte, on va parler chiffres. Julien, avec vous. Vous allez nous donner quelques chiffres sur l'IA, justement, et sur ce que ça peut représenter aujourd'hui. C'est parfois assez vertigineux, d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Alors, je peux proposer 3 chiffres pour ne pas en donner trop. Le premier, je propose donc 1,5%. Ça, c'est 1,5% sur la croissance. Alors ça, c'est une étude de Goldman Sachs sortie l'année dernière, en fin d'année dernière, qui estime que sur les 10 prochaines années, l'IA, en tant que technologie, pourra booster la croissance de 1,5%. Donc c'est énorme, 1,5% de croissance globale, quand parfois on parle de croissance sur le PIB. Donc c'est une étude américaine, aussi sur le continent américain, mais c'est déjà révélateur. Et finalement, ça répond à la question pourquoi il faut s'intéresser, en tout cas de maintenant, sur les 10 prochaines années. Deuxième chiffre, et qui est intéressant plutôt pour comprendre la genèse, c'est 60. Donc 60 ans, ça fait 60 ans qu'il y a des travaux de recherche et des avancées sur l'IA, et des grandes avancées. Et finalement, ce qui fait que c'est surtout maintenant qu'on en parle et qu'on voit une vraie évolution, c'est pas tant les avancées technologiques et les découvertes, parce que ça, il y en a beaucoup depuis 60 ans, mais plutôt la vraie démarche commerciale qui a été menée par notamment un OpenAI en rendant accessible au grand public des outils pour vraiment faire de l'acquisition marché. Donc ça, c'est le deuxième chiffre qui illustre que ça n'a pas commencé et c'est pas né hier. Et le dernier chiffre, pour conclure, c'est 80% aujourd'hui des entreprises qui ont dans leur feuille de route le sujet de l'intelligence artificielle d'un point de vue stratégique. Donc ça, c'est récent comme étude, c'est Forbes en début d'année. C'est sur les entreprises qui étaient dans le panel, donc pas mal d'entreprises quand même, secteur américain, les grosses entreprises, mais quand même 80% des entreprises qui l'ont dans leur feuille de route stratégique. Donc, globalement, on peut dire que la grande majorité des entreprises s'en saisissent. Et donc, c'est aussi ce que doit regarder le secteur de l'assurance, notamment en France, pour se saisir de cette nouvelle technologie. Alors Hélène, c'est ce que vous disiez, vous travaillez à la normalisation de l'IA au niveau européen pour développer les normes techniques dans le cadre de l'IA Act. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la genèse justement de ce projet-là ? Qui sont les participants à ce travail et quels sont les défis éthiques soulevés par ce projet ? Donc oui, il y a un nouveau cadre législatif européen et c'est ce qui fait qu'en fait, on externalise parce qu'il n'y a pas forcément cette compétence qui existe, par exemple, au sein de la Commission européenne, même si maintenant ils développent un bureau de l'IA, mais ils sous-traitent en fait une partie de la réglementation à des organismes privés. Et en fait, il s'agit d'une diplomatie technique. C'est un système assez ancien qui fonctionne avec des délégations nationales. Donc, il y a une délégation par pays de l'Union européenne. Et il y a un peu un système compliqué de vote. Il faut arriver à un consensus. Donc, c'est une façon de travailler qui est très particulière. Et l'idée, c'est que dans l'AI Act, il y a des articles qui restent assez abstraits. Et on veut les compléter par des specs techniques pour que des développeurs en entreprise sachent concrètement ce que ça veut dire pour leur façon de développer des modèles d'IA.
D'accord. Et alors, d'où est venue cette idée-là? Pourquoi finalement on s'est lancé là-dedans? En fait, il y a un double élan de l'Union européenne là-dessus. Donc à la fois, ils ont fait le constat, je pense dès 2017, qu'il y avait un taux de pénétration relativement faible dans les entreprises européennes de l'intelligence artificielle. Et donc ils se sont dit que c'était important de créer un marché, un écosystème de confiance. Donc en amenant cette réglementation. Et après, il y a un deuxième volet, c'est protéger les droits, notamment les droits fondamentaux des citoyens de l'Union européenne, conformément à la Charte européenne des droits fondamentaux. Et donc, on est toujours un peu en tension entre ces deux pôles. Il s'agit de marcher sur cette ligne de crête et trouver le juste milieu entre les deux. Et est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer quel est le profil des participants, combien ils sont, etc., pour qu'on ait un peu un ordre d'idée? Donc, les participants, ils ont des profils variés. Il y en a qui viennent de multinationales américaines et chinoises. Il y a aussi des petites et moyennes entreprises. Et après, il y a des représentants de la société civile, aussi quelques chercheurs comme moi, qui viennent soit modestement contribuer, soit pour beaucoup observer. Et il y a beaucoup de personnes inscrites qui suivent les travaux, mais après, ceux qui contribuent vraiment, il y a une véritable attrition. Donc on se retrouve, il y a 5 groupes de travail principaux, il y a une dizaine de personnes actives par groupe de travail. Et comme en fait c'est un travail qui est bénévole, donc les gens ne sont pas payés pour ça, c'est un travail qui se fait vraiment sur le temps long, donc le temps moyen de développement d'une norme, c'est 3 à 5 ans. Et donc, il faut souvent le soutien d'une entreprise derrière, a fortiori une entreprise multinationale, pour pouvoir consacrer des employés à ce travail. Malgré la volonté de l'Union européenne d'encadrer les pratiques, puisque c'est une initiative de la Commission européenne au départ, il n'en demeure pas moins qu'il y a des acteurs comme des Américains, des Chinois qui sont présents et qui ont un poids quand même assez considérable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment ? Donc en fait, comme je vous le disais, ça fonctionne par délégation nationale. Et du coup, on peut avoir par exemple Microsoft France, Microsoft Allemagne, Microsoft Angleterre, Microsoft Espagne, et ils viennent en fait noyauter toutes les délégations nationales, et ça fait que dans les négociations, ils ont une force de frappe bien plus importante que des entreprises qui sont représentées dans une seule délégation nationale. Donc c'est vrai qu'ils ont un poids important, mais après il y a cette idée qu'ils viennent soutenir les textes de loi qui existent et que on ne peut pas complètement les tordre et les retourner non plus. Très bien. Julien, comment justement d'autres acteurs européens, et notamment français, peuvent se confronter sur justement ces géants de la tech aujourd'hui ? Oui, c'est une bonne question, c'est un grand enjeu. Déjà, on l'a vu par le passé, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des GAFAM, ça c'était la bataille des années précédentes, de la transformation digitale, où on a vu beaucoup d'acteurs américains émerger. Et donc là, l'enjeu sur l'IA, c'est est-ce qu'on va arriver, notamment sur le continent européen, à avoir des solutions européennes ou françaises qui s'imposent. Alors pour l'instant, on a de la chance. On a notamment le modèle Mistral AI qui est très performant et qui a pas à rougir des performances. Maintenant, l'enjeu, c'est est-ce que ce modèle-là et des solutions construites autour de ce modèle-là, par exemple, et demain d'autres modèles européens, vont arriver typiquement sur des discussions de ce type-là pour adapter le texte de loi, à participer suffisamment à ces discussions pour adapter un texte de loi qui sera transposable pour eux, et pas transposable en priorité pour Microsoft, pour revenir sur l'exemple, et d'arriver du coup après à déployer des services et être du coup à minima la solution privilégiée sur le continent européen. Donc là, on a des enjeux de souveraineté, il y a notamment le chef de l'État qui en parle pas mal en ce moment également, et finalement, il y a plusieurs enjeux, et moi, ma vision, c'est que ça se joue maintenant, en fait, pour ces acteurs-là, justement, de pouvoir participer aux discussions maintenant, définir le cadre réglementaire qui correspondra à leur service, et de pouvoir aussi, après, suivre la cadence, faire de l'acquisition utilisateur, et faire progresser leurs solutions, parce que les solutions ne sont pas à maturité aujourd'hui. Les solutions qu'on utilise d'IA générative, elles ne sont clairement pas terminées, il y a encore beaucoup de potentiel de progression, ce n'est pas encore consolidé dans ce qu'on peut voir. Donc il y a un vrai enjeu, en tout cas, d'arriver au niveau de consolidation, et en tout cas au même niveau des autres acteurs, voire même de les dépasser.
Alors, est-ce que finalement, c'est pas aux entreprises elles-mêmes à l'instar par exemple des engagements RSE qu'on peut connaître, de se dire, je vais faire un choix plus responsable, je vais faire un choix local. Ça me fait penser aussi à un consommateur lambda qui se dit, bon allez, je vais aller chez mon producteur local ou je vais acheter français, je vais consommer français pour effectivement privilégier quelque part les acteurs qui sont proches de nous. Oui, tout à fait. Alors, nous, on le voit beaucoup parce qu'on accompagne du coup les entreprises pour choisir la bonne solution. Et en fait, aujourd'hui, pour choisir une solution, notamment innovante, dans les critères principaux qu'on va retrouver, c'est la performance, le prix, le respect des engagements RSE et donc plein d'autres critères. En fait, c'est multi-critères. Il y a certains cas où ce protectionnisme et cette préférence, on peut la faire. On le voit notamment nous, dans le secteur public. On accompagne le secteur public sur des sujets d'IA. Donc là, il n'y a pas de sujet. On peut imposer le cadre dans un appel d'offres en disant on privilégie une solution européenne ou française. Par contre, dans le secteur privé, plus compliqué de faire ça dans certains cas, où on va être aussi regardant sur le prix, sur la compétitivité et la performance du modèle. Donc c'est là, où ça fait le point avec ce que j'évoquais, c'est que pour pouvoir permettre à des entreprises de prendre cette décision et donc de faire de la préférence sur un modèle européen, il faut que ce modèle il soit au niveau des modèles concurrents. Sinon, ça va poser problème. Et on l'a vu du coup dans le Web 2 ou dans la phase d'avant. Pourquoi c'est Google, Facebook, par exemple, qui ont consolidé le marché parce qu'ils avaient les meilleurs services à la fin. Et est-ce que Mistral AI a à rougir des autres, de ses concurrents américains, par exemple ? Alors, pour le moment, non. Nous, on teste beaucoup les modèles. Récemment, Mistral AI a sorti le chat, qui est l'agent conversationnel qu'on peut utiliser tous. Et après, il y a le fonctionnement aussi plus informatique en API qu'on peut avoir. Sur le fonctionnement en API et l'appeler avec des services où on va programmer à avoir des vrais fonctionnements d'entreprise, le modèle est très performant. Après, aussi, comme je l'évoquais, ce n'est pas encore consolidé, donc on voit plein de modèles qui, sur des périodes courtes, sont plus performants que d'autres. En ce moment, par exemple, c'est le modèle Grok de XAI qui est plus performant. Dans une semaine ou deux, ça sera peut-être OpenAI de nouveau. Et ce qui se passe, c'est que les acteurs, dont Mistral AI, doivent gérer en fait de la puissance de calcul pour, d'un côté, entraîner des modèles, des nouveaux modèles et évoluer, et d'un autre côté, faire fonctionner les modèles existants. Donc, il y a un arbitrage en permanence qui est à faire chez ces acteurs de est-ce que je mets beaucoup de puissance sur le fonctionnement de mon modèle et donc je provoque un effet waouh et ma solution est super, ou est-ce que j'utilise ma puissance pour entraîner mon modèle et préparer le coup d'après. C'est pour ça qu'on voit des vraies différences de performance quand on utilise par exemple le ChatGPT. Parfois on va le trouver un peu nul et parfois performant parce qu'il y a des arbitrages de puissance qui sont faits. Et donc comme on est dans cette phase de consolidation, c'est là qu'il y a un enjeu à potentiellement parfois être dans les phases de creux, arriver à faire de l'acquisition utilisateur quand d'autres dédient la puissance pour développer le prochain modèle et inversement d'arriver à préparer le coup d'après. Donc c'est là-dedans et dans cette technicité qu'il y a sûrement, en étant malin, avec moins de budget aussi que des acteurs américains, qu'on peut arriver à tirer son épingle du jeu. Alors, il y a beaucoup de fantasmes, évidemment, autour de l'IA. On peut voir certains cas d'usage, notamment avec l'IA générative, les deepfakes, etc. Et pour ce qui est du monde professionnel, est-ce qu'on reste sur des cas d'usage plutôt simples, où le rôle de l'IA, finalement, se limiterait à de l'assistance à l'humain, ou est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose qui va beaucoup plus loin à l'avenir ? Oui, c'est vrai qu'on peut se projeter, imaginer des choses qui vont plus loin. Après, c'est vrai que concrètement aujourd'hui, et même nous, le conseil qu'on va avoir vis-à-vis des entreprises qu'on accompagne, c'est de commencer petit, de commencer simple, pour adopter la technologie, avoir de l'adoption, et donc d'être plutôt dans une logique de je vais assister l'humain à mener des actions. Et qui d'ailleurs, comme ça rentre dans le cadre réglementaire. Ça fait coup double. Par contre, sur des cas d'usage plus avancés, on peut imaginer d'avoir un apport de l'IA pour des choses où ça serait un peu plus autonome dans d'autres secteurs que l'assurance, notamment dans le secteur financier, on peut voir des cas d'usage. Et pour revenir sur le secteur de l'assurance, je pense notamment à la détection de fraude. Comme on peut avoir une explosion, comme vous l'évoquiez, de deepfake et de contenus faux qui seraient générés, en fait, en face, on a besoin de s'équiper pour les détecter. Et donc, on est un peu dans une course à l'armement et une logique de pompier pyromane, mais on doit y arriver. Donc, des acteurs de l'assurance, en tout cas, peuvent se saisir de cette technologie pour faire face, d'un autre côté, donc à l'évolution de la technologie, mais aussi pour améliorer des services, pour la relation client, pour personnaliser des polices d'assurance. Il y a toute une multitude de cas d'usage qui peuvent s'imaginer. L'enjeu, c'est de les mener dans le bon sens, c'est d'être capable de commencer avec un cas d'usage simple, qui
permet de faire de la conduite du changement et d'embarquer les utilisateurs vraiment aussi pour qu'ils puissent utiliser cette technologie. Parce qu'à la fin, une entreprise, c'est encore aujourd'hui un ensemble d'humains qui doivent réaliser les services. On n'est pas encore complètement avec que des IA autour. Et après, aller chercher des cas d'usage plus innovants, mais être capable de les placer dans une feuille de route. Alors, je rebondis un peu sur ce qu'on se disait. Du coup, Hélène, peut-on imaginer assez rapidement l'arrivée d'une IA qui est plus interventionniste finalement dans la sphère professionnelle, qui dépasse le simple rôle d'assistance dont on parle encore aujourd'hui, mais voilà, est-ce qu'on pourrait imaginer aller plus loin ? À ce stade, je ne pense pas, parce que c'est un des points clés de la régulation européenne, c'est de garder toujours la supervision humaine. Et donc ça suppose de garder des tâches relativement morcelées pour s'assurer qu'il y ait un individu qui puisse contrôler à chaque étape. Et pour rebondir sur ce que disait Julien, c'est vrai qu'il y a eu un peu tout ce battage médiatique, en partie orchestré par les multinationales qui utilisent et développent de l'IA, un peu pour détourner l'attention. Donc, il parlait de l'avènement d'une superintelligence qui pourrait avoir lieu à horizon 2050, pour moins parler des problèmes sociaux, environnementaux qui viennent avec le déploiement de l'IA, l'adoption de plus en plus large. Mais dans le contexte européen, en tout cas, c'est quelque chose qui va être regardé de très près, de vérifier qu'on ne laisse pas trop d'autonomie à la machine. D'accord, donc c'est plutôt, somme toute, rassurant quand même. Est-ce qu'il est prévu justement dans l'IA Act de limiter les usages où les bots se substituent aux agents ou aux salariés, etc. Est-ce que c'est un point qui a été abordé ou qui est abordé ? En fait, ça dépend vraiment des cas d'usage. Et donc, plus l'impact est fort sur l'individu, plus ça va être regardé de près. Donc, pour l'instant, l'AI Act s'occupe des systèmes d'IA à haut risque. Et donc, c'est par exemple quand il s'agit d'assurance, de recrutement, d'orientation dans l'éducation, etc. Là où il y a des données un peu sensibles pour le coup, c'est ça ? Absolument. Ok, très bien. En matière d'agenda, concernant l'avancement du projet justement de l'IA Act, où est-ce qu'on en est ? Ça a l'air un peu compliqué de ce que vous m'aviez dit quand on avait préparé ensemble. Oui. L'IA Act, maintenant, il est fini, il a été terminé en 2024. Il doit entrer en vigueur en 2026. Simplement, en fait, le problème reste du côté de ces normes techniques. Donc, la deadline, elle est repoussée successivement, plusieurs fois déjà. Et on ne sait pas vraiment quand le travail va aboutir, parce qu'il y a des très grands problèmes. On s'occupe notamment de traduire des droits fondamentaux en normes techniques. Et c'est un travail qui est extrêmement compliqué. Il n'y a pas encore vraiment d'état de l'art sur la question. Et donc, du coup, on ne sait pas toujours sur quelle base scientifique s'appuyer. On manque un peu de personnes qui ont la double casquette d'experts en droits fondamentaux et experts en développement informatique. Donc, c'est vraiment pas simple. C'est un travail qui prend du retard et qui va avoir un impact aussi après sur tout le marché du contrôle de la conformité. Donc, pour l'instant, c'est dur de statuer, mais il y a un petit peu de suspense. Ouais. Julien, quel conseil vous donneriez aux entreprises qui se lancent dans des projets de déploiement de l'IA et puis un point quand même sur le sujet de la réglementation, du coup, parce qu'effectivement, on parle de données sensibles, c'est ce que Hélène disait, dans l'assurance, on est en plein dedans. Oui, exactement. C'est le premier sujet aujourd'hui qui va concerner les entreprises, en tout cas pour passer à l'action sur l'IA. Et finalement, le point de départ, et qui va être en lien avec le conseil, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a ce qu'on appelle donc du shadow IT. En fait, il y a concrètement des personnes, des utilisateurs qui vont utiliser l'IA au travail, mais du coup de façon pas encadrée. Et donc des outils open source, des outils online où du coup il peut y avoir de la fuite de données, en tout cas une utilisation qui n'est pas conforme aux politiques d'entreprise, à RGPD, à plein de choses. Donc en fait le vrai conseil, et ce qu'on retrouve souvent et qui est souvent le dénominateur commun, c'est que c'est plus préférable pour une entreprise de mettre à disposition ces outils de façon encadrée, contrôlée,
pour que ces utilisateurs puissent se saisir de la technologie et de l'utiliser et vraiment devenir, eux, des pionniers, des power users qui vont faire que l'entreprise demain va innover, plutôt que d'être un peu les coupables d'une utilisation frauduleuse. Donc le premier conseil, c'est vraiment donner les moyens à l'entreprise, aux personnes qui en ont la volonté, d'innover avec ces outils, de les utiliser. Ensuite, le conseil d'après, c'est de construire une stratégie autour de ça. C'est finalement, qu'est-ce qu'on veut viser avec cette technologie ? Ça reste une technologie et pour transformer l'essai, pour qu'elle apporte de la valeur, il faut définir sur quel cas d'usage, pourquoi faire. Et donc là, c'est là que vient le sujet d'avoir un cadrage stratégique, d'y voir clair sur les enjeux et aussi de définir ce qu'on va surveiller comme métrique, comme KPI, qu'est-ce qu'on veut concrètement gagner, est-ce qu'on veut améliorer l'expérience client et donc mes enquêtes clients elles ressortent meilleures, ou est-ce qu'on veut vraiment développer, déployer des produits plus vite, des produits d'assurance. Donc il faut savoir ce qu'on veut observer et après s'en donner les moyens. Et ce qu'on constate, c'est que ceux qui y arrivent, c'est ceux qui vont être capables de mettre l'effort en interne, donc vraiment avoir des gens en interne qui se saisissent du sujet, de se faire accompagner par les bons experts et de plutôt se focaliser sur un cas d'usage, le faire émerger, le développer et après passer à un autre. On voit rarement le succès d'arriver à vouloir mener plusieurs cas d'usage de front, là où on peut se perdre un peu au milieu. Et comme la technologie évolue vite, si on met du temps à déployer un cas d'usage, par exemple, on commence à déployer sur un modèle, 2-3 mois après, il y a un nouveau modèle qui sort qui est plus performant, ça on l'a vu. Et du coup, tout ce qu'on a fait d'entraîner son modèle spécifique, en fait, un modèle générique qui sort quelques mois après est plus performant que son modèle spécifique qu'on a entraîné avec des données spécifiques, assez frustrant. Donc il y a un enjeu aussi de time to market, c'est-à-dire d'aller vite pour déployer une fonctionnalité et après passer à une autre. Hélène, en conclusion, est-ce que finalement on doit craindre l'essor de l'intelligence artificielle, notamment au sein des entreprises, ou alors pas du tout, parce que justement, il y a des projets, il y a des projets qui sont là pour limiter un petit peu tout ça en matière de réglementation. On voit, il y a plusieurs signaux qui permettent de dire que c'est une vraie préoccupation dans beaucoup d'entreprises. Il y a par exemple un travail qui a été mené par Tiffaine Viard et Mélanie Gornet de Télécom Paris. Je crois que c'était en 2019. Et elles ont identifié plus de 200 chartes éthiques sur la politique IA d'entreprise. Et donc elles en ont analysé les contenus, etc. Mais il y a un vrai effort d'être en avance de phase sur la régulation et de la suivre pour être conforme quand elle arrive en vigueur. Donc, en fait, les entreprises, elles ont déjà anticipé quelque part en interne, chacune dans leur coin, en fait. C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, après, il y a énormément... les chartes éthiques se ressemblent beaucoup les unes les autres. Donc, on sent que tout le monde s'est un peu empressé de copier les uns sur les autres pour sortir sa copie aussi. Donc, il faut faire attention à ce que ça ne reste pas superficiel, mais que ça soit accompagné, effectivement, d'efforts incrémentaux sur des cas d'usage les uns après les autres. Mais oui, je pense que c'est possible. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.